24 avril, bienvenue au SOS Podcast. Ben Baudouin, Yohan Lennes. Mine de rien, mon cher Yohan, on est à moins de 2 semaines là, du gros week-end, gros week-end de festivités en martiaux mix là, en marge de l'UFC 315. Hein. On a un gros week-end avec Samouraï MMA et l'UFC qui débarquent à Montréal. Là. On va être occupés. Parlant de Samouraï MMA, on a le plaisir d'avoir un invité spécial avec nous. Il sera une des têtes d'affiche de ce gala. Chapitre 14. Il va défendre sa ceinture des poids mouches. Tommy Morrison, mesdames, messieurs. Tommy, comment vas-tu, mon cher ami? Yes, ça va super bien, les boys, et vous? Très bien, très bien. Dernier droit de ton camp d'entraînement. Là, j'ai le goût de te demander, ça ressemble à quoi tes journées ces temps-ci, Tommy? Il doit être pas mal occupé. Là. Pas mal occupé. En plus que là, j'ai mon dernier examen à l'école vendredi. Donc, mes journées, c'est m'entraîner le matin et soir, étudier le midi, prendre une petite sieste, bien manger, puis that's it. Hein? On rentre dans le détail de ton affrontement contre Christopher Daniel dans quelques instants, tout juste après ceci. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, très heureux de vous savoir avec nous encore une fois au SOS Podcast. On retrouve Yohan Lennes et Tommy Morrison. Tommy, t'affrontes Christopher Daniel à Samouraï MMA le 9 mai prochain. Ça, c'est la veille de l'UFC 315 à Montréal. Première défense de titre officielle de ton championnat, de ta ceinture des poids mouches. Comment tu te sens là, à l'aube de ton retour dans la cage de Samouraï à 2 semaines, là, en fait? Là? Je me sens super bien. C'est ça, mon première défense de titre. Je suis supposé me battre le 7 mars, donc je m'étais préparé pour un 5 rounds le 7 mars. Finalement, mon adversaire n'a pas pu se battre, donc c'est un bien pour un mal vu que je vais me battre la veille du UFC le 9 mai. Je suis prêt pour un 5 rounds, ça fait longtemps. Fait que j'ai hâte de me battre. Là. Hey Tommy, on le sait, t'es un combattant qui a beaucoup d'expérience dans la cage. T'es allé souvent en décision. Là, on t'a vu à tes derniers combats, là, essayer de terminer les combats, ça l'a passé proche à ton combat au casino, je me souviens. Là, en sachant que peut-être Dana White va être présent dans la salle, est-ce que ça te met une pression de plus de dire que ce combat-là, oui, tu vas défendre ta ceinture, mais tu vises-tu le 5 rounds ou tu vises le finish? Là? La question, comme à chaque combat, je vais essayer de finir le combat. C'est vrai que j'ai beaucoup de décisions, des décisions unanimes. J'ai 8 combats en tout. J'ai accumulé 2 heures de cage fight total. C'est incroyable, ça. Donc, c'est vraiment beaucoup d'expérience. C'est sûr que je vais y aller pour le finish. Le fait que les gars de la UFC soient là ou pas, c'est le fun, mais comme à chaque combat, le but, c'est de gagner, peu importe qui me regarde, puis peu importe c'est contre qui. Parce que moi, je te connais, Tommy, je me suis entraîné un petit peu avec toi, puis je te vois t'entraîner souvent au TriStar, puis je sais à quel point tu es un combattant spectaculaire, puis tu peux faire des choses spectaculaires, que ce soit dans le gym ou au combat. Puis j'espère, puis je souhaite que tu puisses démontrer ça aux gens puis à tout le monde que Tommy Morrison, oui, il fait des décisions, mais aussi, il y a beaucoup d'outils, puis il y a beaucoup de special moves, si je peux me permettre l'expression, dans ta boîte à outils, là. C'est ça, j'ai hâte de démontrer ça le 9 mai. Puis comme à chaque combat, ça va être j'ai 8 combats, puis je pense que j'ai eu 4 Fight of the Night. Donc à chaque combat, c'est des gros combats, puis ça va être un gros combat le 9 mai. Là, Yohan est en train de nous dévoiler certains petits trucs qu'il voit au gym, c'est sûr. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec lui ou est-ce que c'est vrai que tu n'as pas nécessairement démontré encore une fois, malgré tes 2 heures de présence dans la cage de Samouraï, tu n'as pas encore démontré 100% de ton arsenal? C'est sûr que... alors, je dis juste 2 heures, mais c'est beaucoup 2 heures. Oui, non, c'est énorme. c'est énorme. J'ai pas démontré tout ce que je peux démontrer, puis à chaque combat, je vais en démontrer de plus en plus, puis c'est ce que je compte faire à mon prochain combat. Parce qu'il faut le dire, là, t'as quoi, t'as 26 ans? J'ai 26 ans, ouais. T'as commencé en 2021, si je ne m'abuse, en tout cas, au tout début de Samouraï, le 2021 ou 2022. 3 ans d'expérience environ pour toi. Tu sais, quand on commence aussi jeune, professionnel, puis qu'on grandit un petit peu sous les yeux du public, j'imagine que toi aussi, là, à l'entraînement et tout ça, tu dois voir une énorme différence entre le Tommy Morrison de tes débuts et celui qui est maintenant 8-0, là.
100%. Puis même j'ai des vieilles vidéos de moi qui s'entraînaient en 2016, 2015, puis c'est vraiment pas comparable. Même si on regarde mes combats niveau amateur, même mon premier combat pro, si on le compare à mon dernier combat pro, j'ai complètement changé, puis je suis juste de plus en plus à l'aise dans la cage. Puis on le sait, Tommy, toi, t'es pas juste un combattant, t'es quelqu'un qui... T'as une tête sur les épaules, tu vas à l'école, si je me trompe pas, t'es à l'université. Comment tu réussis à jongler avec tout ça en même temps, là? J'imagine que tu dois être super structuré, là. J'ai pas le choix d'être structuré, c'est sûr. C'est pas quelque chose d'évident. Là, je vais bientôt finir mon bac en génie informatique. Wow. Idéalement, d'ici la fin de l'année, donc en novembre, je devrais avoir ma bac d'ingénieur. Je prends juste 3 cours par session. C'est quand même beaucoup, mais tu sais, le programme habituel, c'est de prendre environ 5 cours. Moi, j'en prends 3 pour pouvoir justement m'entraîner temps plein puis aller à l'école à temps partiel. On s'entend que dans le CV, être champion professionnel de l'organisation Samouraï MMA, 8 victoires, aucune défaite, et avoir un bac. Être ingénieur. Être ingénieur, c'est des belles accomplissements, là, Tommy. Good job. Merci. Non, exact. La combiner travail, études, entraînement. C'est pas évident. Non, ça doit vraiment pas être évident. Ma petite sœur est boxeuse professionnelle, elle l'a fait, puis je peux te confirmer qu'elle nous le disait là, que c'était pas toujours facile, puis elle était en soins infirmiers. Je sais pas que c'est moins, tu sais, c'était du cégep, c'est pas moins difficile, là, mais tu sais, juste trouver tu sais, c'est trouver l'énergie, puis l'espace mental de focusser à 100% sur ta carrière de combattant, là, puis en faisant de la place pour tout le reste, là, c'est spectaculaire. Félicitations. Mais Yoann en a parlé un petit peu, là, que Dana White ou ses sbires, appelons-les comme ça, ou les matchmakers de l'UFC, on ne sait pas si Dana va être là, mais peut-être Sean Shelby, Mick Maynard, des gars qui viendraient voir Samouraï MMA. Et, je veux dire, on le dit, tu es déjà champion, tu as seulement 26 ans, c'est sûr qu'ils viennent pas voir... ils veulent venir chercher peut-être des gars qui ont de l'avenir au prochain niveau. Pression supplémentaire pour Tommy Morris. C'est sûr que tu n'as pas le choix d'y penser. Là. Je veux pas t'en mettre de la pression, mais je veux dire, c'est un peu la réalité quand même. Là. Ah, c'est sûr que la pression, je pense qu'elle vient intérieurement. Fait que si je me mets cette pression-là, je vais la ressentir, mais j'essaie de me l'enlever des épaules, puis je me concentre sur ce que je peux contrôler. Puis ce que je peux contrôler, c'est l'entraînement, puis tout ce qui est récupération, coach mental, exercice de breathing exercise, n'importe quoi que je peux contrôler, je le fais. Puis rendu dans la cage, je vais avoir tout fait ce que j'avais à faire. Faut te laisser partir dans quelques minutes, mais juste avant, pas le choix de parler de ton adversaire quand même. Il y a un nom, il s'appelle Christopher Daniels. C'est un vétéran, il a 34 ans. Plus de défaites que toi. Là. Il y en a quand même 4 au cours de sa carrière en 15 combats pro. Fiche de 9, 4 et 1. Cependant, c'est tout un finisher. Sur papier, ça a l'air d'être un as du jiu-jitsu là, parce que 6 de ses 9 victoires ont été acquises par soumission. Ajoute à ça 2 KO, donc 8 en 9 au niveau du finish, Tommy. C'est un gars dangereux là, et qui va te permettre peut-être justement de prouver ta valeur. Ouais, il est solide, puis c'est pour ça qu'on l'a choisi. Je pense qu'il est top 40 en Amérique du Nord, donc c'est pas un clown. Il y a beaucoup de finish. Puis je sais qu'il va être là pour se battre, puis il est là pour gagner. Fait que c'est sûr que ça va être un bon combat. On le respecte, comme à chaque combat, on prend personne à la légère. Mais moi, je pense que je suis meilleur que lui dans tous les aspects de la game. C'est un ceinture noire en jiu-jitsu, moi aussi. Je lutte beaucoup, je fais beaucoup de striking. Donc, peu importe où est-ce que le combat va aller, je pense que je vais gagner. Puis c'est moi qui va dicter où est-ce que le combat va aller, justement. Très hâte de voir ça, en tout cas. Et puis, je savais pas que je voulais te demander, en fait, c'était quoi ton niveau de jiu-jitsu. On t'a vu beaucoup lutter, c'est vrai que t'es solide au corps à corps. Ceinture noire de jiu-jitsu contre un gars qui l'est aussi, donc ça risque d'être un duel assez technique. Juste avant de te laisser partir, on se met à rêver, là. Si ça se passe bien le 9 mai, tout ça, là, ce serait quoi un scénario idéal pour Tommy Morrison pour le reste de 2025, début 2026? Le scénario idéal pour moi dans notre livre à nous, c'est de gagner le 9 mai, puis de faire un autre combat à Samouraï avant la fin de l'année, justement pour pouvoir finir mes études,
Puis une fois que les études sont finies, une autre victoire avant la fin de l'année 2025-2026, ça va être la première année dont je vais pouvoir me concentrer à 100% sur l'entraînement. Puis, si tout va bien, un contrat avec le UFC. Donc, ce serait mes débuts UFC idéalement en 2026. Écoute, on a hâte de voir ça. On te souhaite la meilleure des chances, Tommy Morrison. Merci énormément d'avoir pris le temps dans cette fin de camp très chargée. Bonne chance pour ton dernier examen de la session aussi. Et on se voit le 9 à la gare Windsor pour Samouraï MMA. Salut, Tommy. Salut, Tommy. Salut les boys, merci. Ciao, ciao. Tommy qui doit aller justement faire quelques tests médicaux là, en vue de Samouraï pour respecter les exigences de la régie. On le dit, là, Johan, et tu vas pouvoir le confirmer parce que tu le vois tous les jours ou presque au Tristar. On parle de Tommy Morrison comme un des plus beaux espoirs, sinon le plus bel espoir québécois en arts martiaux mixtes. Ouais, puis on le voit aussi, c'est un gars qui a toute une tête sur ses épaules. Et moi, je le vois, là, il s'entraîne 3 fois par jour. Des fois, ça peut être à 5-6 heures le matin. Il se repose, il retourne s'entraîner, il met les études là-dedans, il termine son bac en génie informatique. En génie informatique, c'est incroyable de pouvoir mixer le travail et le sport qu'il fait. Puis c'est pas seulement un sport de manière récréative. Là. Il est à un haut niveau. Il est sur le bord d'atteindre les plus grandes ligues des arts martiaux mixtes dans le monde. Fait que vraiment, chapeau à Tommy Morrison. Puis je sais que son père est derrière lui beaucoup. Ouais. Donc, tu sais, il faut prendre le temps de lever le chapeau à Jeff, son père aussi, que je sais qui est aussi son agent puis qui est très structuré derrière lui. Mais tout le mérite va à Tommy. Là. Oh, ouais, exact. Non, un gars, Jeff... Morrison, super sympathique aussi. Si vous allez voir Samouraï, c'est sûr que vous l'avez vu. Il va être impliqué. Il est pas mal sur le parterre à chaque fois, puis on l'entend pas mal s'impliquer dans les combats de son fils. Donc, ça va être à suivre. C'est une des 2 têtes d'affiche. En fait, là, les 2 finales, si on peut dire. Je sais pas lequel. Je sais pas si c'est Tommy en dernier ou si c'est Michael Dufort. Je crois que c'est Michael Dufort, la tête d'affiche. Puis, ouais, vraiment, en demi-finale. Tommy en demi-finale. Il y a aussi Louis Jourdain là, qui va se battre à Samouraï. On va essayer de bon test pour Louis Jourdain aussi. On va essayer de l'avoir au podcast la semaine prochaine, Louis. Mais le frère de Charles là, qui vise lui aussi peut-être une entrée à l'UFC. Et on le disait, il n'y aura pas eu un gala Samouraï avec autant de notoriété, là, disons-le comme ça, juste parce que il y a peut-être des décideurs de la grande organisation qui vont être dans les gradins. Exactement. Puis, les noms que tu as mentionnés, là, c'est des gros noms. On le sait aussi, là, Louis Jourdain, frère de Charles Jourdain, si je me trompe pas, il est sur une belle lancée. Louis, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, mais il a gagné son dernier combat. Très spectaculaire, Louis Jourdain. Il n'a pas eu la chance de se battre nécessairement. Il n'a pas eu la chance d'être actif comme il aurait voulu l'être à cause des blessures, à cause de certains problèmes. Mais là, il est de retour, il semble être en grande forme. Donc vraiment, c'est un événement où est-ce qu'il y a des combattants qui vont pouvoir se démarquer, puis peut-être vraiment se faire recruter par l'organisation. Hein. Regarde, tu vois, Mick Dufort en finale qui affronte Samuel Diaz, qui est 10-2, un Brésilien. On a parlé de Tom Morrison contre Daniel. Puis Louis, qui est 7-3, affronte un Brésilien, lui aussi, qui est 12-3. 12-3, c'est toute une fiche. Là. Donc, c'est des très bonnes fiches. Donc, voilà pour Samouraï MMA chapitre 14, le 9 mai prochain, en direct de la gare Windsor. Les billets sont en vente. Je ne sais même pas s'il en reste, en fait, là, parce que c'est pas une grosse salle. Ouais. Mais ça va amorcer ce gros week-end de festivités MMA à Montréal. Mais juste avant, il en reste 2 galas UFC avant le gros UFC 315. Semaine de congé la semaine dernière pour l'UFC. On est de retour cette semaine à l'action avec l'UFC Kansas City. En finale, Ian Machado Gary contre Carlos Prates. Honnêtement, c'est un duel qui m'intrigue énormément. Machado Gary qui est classé 7e chez les 170 livres. Et là, je vois ta face. Non, mais oui, parce que moi aussi, je suis intrigué complètement. Et je trouve que c'est un beau combat. Je trouve que c'est mieux que Jeff Neal contre Pratt. Oui, exact. Prates devait affronter Jeff Neal au 3-14. Finalement, Neal s'est blessé. Prates qui est quand même dans le top 15, 13e, après une entrée fulgurante à l'UFC. Mais je voyais ton visage parce que Machado Gary, c'est un gars qui est rentré à l'UFC en même temps que toi à l'époque, ou à peu près. Puis je sais que tu m'as déjà dit que c'est un gars que tu aurais aimé ça, croiser le fer avec lui. Le gars a toute une carrière quand même. Comment tu vois ça? Là, Ian Gary, comme tu l'as mentionné, il a toute une carrière. Là. On dirait que tu arrives à l'UFC à l'âge qu'il a, c'est le chemin que tu veux prendre, c'est celui que Ian Gary a pris. T'arrives à 23-24 ans, il y en a 27 aujourd'hui. Exactement. Puis, tu sais, il a fait des performances spectaculaires. Tu sais, il a été testé, il a été monté un petit peu par l'organisation. On a mis du hype autour de lui. Écoutez, son dernier combat a fait face à l'adversité, a pris le dos de Rakhmonov, a failli le terminer. Tu sais, donc vraiment, ce combat-là, puis là, arrive à la dernière minute contre Prates. Ouais. Tu sais, c'est pas à l'avantage de Ian Gary, c'est super risqué pour lui en ce moment.
mais décide de sauter comme ça. Je pense que le premier round, deuxième round peut être dangereux pour Ian Garry. Puis plus le combat va aller, plus ça va être en sa faveur. Ça va être un 5 rounds. Et j'ai exactement eu cette réaction-là. Et j'ai eu la chance de parler avec Ian Garry cette semaine. Parce que, tu sais, c'est un gars qui peut parfois... Il se fait critiquer pour son arrogance. C'est un gars qui manque vraiment pas de confiance. Vous allez l'entendre dans les extraits, mais peut être parfois... Ça peut friser l'arrogance. Mais honnêtement, là, je pense qu'il est allé chercher beaucoup de respect en acceptant ce défi-là. Il pouvait dire non. Là. Il n'était pas obligé d'affronter un gars qui est si rang derrière lui, puis un gars qui est sur toute une séquence super dangereux. Mais vous allez l'entendre, dans la tête de Ian Garry, il n'était pas question de dire non lorsqu'on lui a proposé Carlos Prates. I'm born to fight. It's in my DNA, it's in my blood, it's in my history of my people and my country. It's not a question of do I want to fight, it's can I fight? And when someone calls me and the UFC say, hey, there's been a short notice fight that we want you to jump in, I'm like, yes. It's as simple as, it doesn't matter who it is. I proved that against Shavkat. I'll fight the scariest guy in 3 weeks' notice. People are high on Carlos Prates. I'm going to show the world that I am just levels and levels above this guy. Donc voilà, veut prouver qu'il est supérieur là, à un autre niveau carrément que Carlos Prates. Il a prouvé que Shavkat aussi, il l'avait accepté à la dernière minute. Il se préparait pour un autre. Il était en camp d'entraînement pour un autre adversaire. L'adversaire a changé à la dernière minute. Il s'est retrouvé contre Shavkat Rakhmonov, un monstre. Oui. Un gars qui était 18-0 à l'époque, qui avait terminé tous ses combats avant la fin. Ian Garry était le premier à l'amener jusqu'à la décision. Donc, il n'a pas nécessairement peur. Il sait qu'il peut bien faire contre des gros finishers. Prates en est tout un. 11 victoires de suite, 10 par KO, les 10 dernières par KO. Ouais. Il est arrivé l'an dernier à l'UFC. 4 victoires en 2024. 4 bonnies. 4 bonnies, 4 KO. C'est ça. Un combattant spectaculaire, imprévisible. Imprévisible, parce que c'est ça que c'est, Prates. Mais par contre, c'est certain que Ian Garry s'en va là avec un plan en tête. T'sais, il s'en va pas là de manière aveugle à vouloir échanger coup pour coup. Là. Je m'attends à le voir lutter, je m'attends à le voir travailler avec le jiu-jitsu brésilien, un peu comme il l'a fait contre Rakhmonov. Puis pas échanger, comme tu dis, user de technique un petit peu plus, c'est toucher sans se faire toucher. T'sais. Exactement. Puis on le sait, il est comme ça. Là, c'est un as de la distance, Ian Garry. Ouais. Très bon à distance. Se fait rarement toucher. Un jeu de pied incroyable. Donc, je m'attends à un premier round à reculons un petit peu, très tranquille. Analyser le combat un petit peu. Puis plus le combat va avancer, plus il risque de prendre des risques. Mais c'est sûr qu'il s'en va pas là pour lancer des feux d'artifice avec Prates. C'est beaucoup trop risqué. Spécialement qu'il est classé en avant de lui, là, de loin dans le classement. Là. Exact. Il est 7e, Prates est 13e. Il y a de l'animosité entre les deux parce que Prates a dit, moi, c'est ma deuxième finale. Je suis dans mon 5e combat à l'UFC. C'est mon deuxième main event, ma deuxième finale. Alors que Ian Garry, c'est son 10e, puis c'est la première fois qu'il se retrouve en main event. Donc, c'est son premier main event à Ian Garry? OK. Ouais. Bon, j'aurais pas pensé quand même, parce que, il a fait beaucoup de gros combats, Ian Garry. Ben ouais, c'est ça. Il a été sur des gros... C'est parce qu'on l'a mis sur des grosses cartes pay-per-view, sur des cartes payantes, mais en sous-carte. Mais on l'a quand même placé dans des bons... comme tu l'as dit. Là, il est en bonne main. Là. Ben c'est ça. L'organisation s'est arrangée pour que les gens le voient et pour qu'il soit connu et qu'il ait une certaine notoriété. Mais bref, il y a eu du trash talk cette semaine. Mais vous allez voir, Garry, lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du hype autour de Carlos Prates. Si justement, là, est-ce que Prates, c'est pour de vrai? C'est un gars d'élite? Ou c'est juste un feu de paille? On va écouter Garry. I wouldn't call him a hype train. I think he's done very well. I think sometimes you put hype train as a negative on someone, as in someone's going to prove that this guy's not good enough. I think he's very good. And I think you match him up against the rest of the top 15, he'll do very well. But I'm different. I'm faster, I'm younger, I'm smarter, I'm more intelligent, I'm more elusive. The skills that I have is far, far deeper than his, and I'm just going to show on Saturday night that I am better everywhere. Donc voilà, c'est pas nécessairement une mauvaise chose là, d'avoir le hype, d'être l'engouement médiatique qui entoure un combattant. C'est mérité dans le cas de Prates avec ses performances de l'an dernier. Et là, il faut qu'il livre contre un très, très bon combattant. Il a un test qui est beaucoup plus gros que ce qu'il avait en avant de lui. Là. C'était déjà un gros test, je trouve, Jeff Neal en avant de lui. Là, il se ramasse contre Ian Garry. Ouais, c'est une couche au-dessus. Honnêtement, c'est vraiment une coche au-dessus. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que là, Ian Garry semble vraiment confiant.
est-ce que ça va être une domination complète de Ian Gary? Ça va faire des gonflés à ballon de prothèse, si c'est le cas. Là. Puis de l'UFC aussi, là, lorsqu'on offre un combattant comme ça qui pourrait devenir une star de l'organisation, tout de suite contre un jeune Ian Gary, comment Prates va réagir s'il se fait passer le KO au premier round, exemple? Donc, ça reste risqué pour l'organisation aussi. Là. Et effectivement. Et on a bâti Ian Gary pour le monter. Si lui devait offrir une contre-performance contre un gars qui est 6 rangs derrière lui, ça ferait très mal aussi. Une deuxième défaite de suite. Tu sais, sa première défaite, la seule de sa carrière, c'était contre Rakhmonov. Il a bien fait dans les circonstances. Et perdre contre Rakhmonov, je veux dire, c'est pas fait surclassé. Il a tenu son bout. Puis c'est un gars qui était classé en avant de lui. T'sais. Donc, on lui donne vraiment le bénéfice du doute dans celle-là. Il n'a pas perdu beaucoup de plumes dans cette défaite-là contre Rakhmonov. S'il devait offrir une contre-performance cette fin de semaine, ça pourrait être coûteux pour Ian Gary. On est chez les 170 livres. Johan, cette ceinture-là qui va être bien sûr en jeu à Montréal entre Belal Mohamed et Jack Della Maddalena. Ian Gary a dit on aurait dû m'offrir cette chance-là au titre avant Della Maddalena, qui lui est sur la touche depuis 1 an. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord, mais ça fit avec le personnage qui est Ian Gary. Mais écoutez, sa prédiction en vue du main event à Montréal. I think he's going to prove to the world that he is just a horrible matchup for someone like Jack. I think Jack might have early success early on if he's lucky. But I think Belal could end up finishing the fight in the 4th or 5th round. I think he's going to just take him for a ride, just grab a hold of him, suplex him, dog him out, just wear on him, and just find the finish. Donc, il s'attend à ce que Belal Mohamed conserve sa ceinture, surtout au niveau du style qui n'est pas... qui convient pas nécessairement à Jack Della Maddalena, qui est un pur striker. On l'a jamais vraiment vu au sol. On sait que Belal Mohamed, au sol, il peut vous coller comme une sangsue, puis ça peut être une longue soirée. Ouais, surtout gaucher contre droitier, là, si je me trompe pas. À moins que Belal est droitier, mais je pense que Belal est droitier, puis Magdalena est gaucher, lui. Donc ça, c'est au niveau de la lutte, la jambe était vraiment à proximité. Puis Belal, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il close la distance, il coupe la distance tellement rapidement. Ça va être un combat difficile, je pense, aussi pour... Jack à Montréal. Là. À suivre donc. Voilà pour les commentaires de Ian Gary. Gros main event, en fait, grosse finale pour l'UFC Kansas City qui pique énormément la curiosité. Une belle carte quand même. On va y aller rapidement pour les autres combats qui retiennent l'attention. En demi-finale, c'est Anthony Smith contre Zhang Mingyang. Smith est encore 15e, mais c'est son combat de retraite. Là. Il l'a dit, ça va être son dernier combat. Officiellement? Ouais. Wow, 59e combat pro. Exact. C'est incroyable. Là. C'est énormément de millage. Il est 13-11 à l'UFC, ça veut dire que ça lui en fait quoi? 24 à l'UFC, ça va être son 25e. 25 combats dans l'organisation de l'UFC, c'est beaucoup. Là. Ça fait longtemps qu'il est là, Smith. Il a fait des grosses guerres, il s'est battu contre les meilleurs en championnat du monde, contre John Jones. Contre John Jones en championnat du monde. Donc, un repos bien mérité. Il n'aura pas un test facile devant lui. C'est bon, hein? Mingyang, 26 ans. 11 victoires consécutives, il a 10 KO, il frappe extrêmement dur. On le sait, Anthony Smith, dans les derniers combats, a semblé être ébranlé un petit peu, ça semblait plus difficile. C'est pas un combat facile pour la retraite. Ça. J'ai peur pour Anthony Smith, honnêtement. Je veux dire, l'UFC fait pas de cadeau à personne. Non, il n'y a pas de combat facile à l'UFC. Même pour un combat de retraite, on l'a vu avec des légendes là, Shogun Rua notamment, je me rappelle, Frankie Edgar est parti avec son combat de retraite, Ils se sont fait complètement assommer. Puis on se disait, aïe, c'était-tu vraiment nécessaire de les mettre contre des gars comme ça à leur combat de retraite? Mais voilà, Anthony Smith à son 59e combat pro qui affronte un jeune loup en Zhang Mingyang. Giga Chikadze, classé 12e chez les plumes contre David Onama. Chikadze, longtemps a été considéré comme le futur ou un futur champion, là, en fait, ou un potentiel champion à 145 livres. S'est blessé. La difficulté à retrouver son rythme depuis quelques années. Il se bat pas souvent. Il a perdu son dernier combat contre un de tes coéquipiers du Tristar, Arnold Allen. Ça va être son premier combat en presque 1 an, là, juillet 2024. Ça demeure un spécialiste du kickboxing ultra dangereux. Oui, il est un spécialiste du kickboxing, mais il a tout un test devant lui aussi. Là. Onama, là, qui est sur une belle victoire, là, 3 victoires consécutives. Puis il a 14 KO en 26 victoires. 14 KO, c'est incroyable. Une force de frappe incroyable.
Ça va être un combat très relevé. Chikadze aussi, on le sait, là, avec ses kicks, sa distance, c'est vraiment un bon jeu de pied, se déplace bien, est capable de garder la distance. Donc vraiment, c'est un combat très relevé au niveau du kickboxing, au niveau du combat debout. Là. Le Giga Kick de Giga Chikadze. Est-ce que, mais effectivement, qui est toujours classé 12e par ailleurs, et donc Onama a une chance de rentrer dans les classements. Exactement. Par la grande porte cette fin de semaine. Exact. Et Michel Pereira contre Abus Magomedov, on est chez les moyens, 185 livres. Il était sur toute une séquence, Michel Pereira. On sait qu'avant se battait à 170 livres. Problème de poids, il avait de la difficulté à faire les 170 livres. Et monté chez les 185 livres, et ses succès se sont poursuivis jusqu'à ce qu'il rencontre Anthony Hernandez à son dernier combat. Mais ça mettait fin à 8 victoires consécutives. Et Magomedov aussi a deux victoires de suite, mais il a perdu quelques fois à l'UFC, mais contre des très, très, très gros noms. Donc, ça va être relevé aussi, là, ce combat-là. Ça, c'est un combat très relevé, puis c'est un gros combat de poids lourd. Comme tu l'as mentionné, Pereira, il se battait à 170, mais moi, je l'ai vu à l'UFC, Pereira. Il est immense. Okay. Il est immense. Moi, je croyais pas que ce gars-là était dans la même catégorie que moi au départ, à 170 livres. Là. C'est vraiment un monstre. Il est grand, il est costaud. Il est fait tout un athlète. Musclé. C'est tout un athlète très spectaculaire dans sa manière de combattre. Des fois, on se pose des questions un petit peu parce qu'il fait des sauts, il fait des 360 dans la cage. Il a 11 KO à sa fiche. Magomedov, lui, 14 KO à sa fiche. Donc, ça va être un combat qui va cogner, ça aussi. Ça va cogner dur, effectivement. Donc, voilà pour cette carte UFC Kansas City. Manquez pas ça. En plus, il n'y a pas de match des Canadiens le samedi. Toute l'énergie va être concentrée sur le UFC. Vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez regarder en direct cette carte dans son intégralité dès 19h sur TVA Sport 2. En finale, Ian Machado Gary qui affronte Carlos Prates. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. T'es-tu tanné d'en entendre parler? Retour potentiel de Conor McGregor. Je devrais pas dire potentiel. Retour... imaginaire. En tout cas, ouais. Non. T'as le bon adjectif. Imaginaire. Ben, Chaud de boucan. Ben, c'est ça, c'est un show de boucan. Je pense qu'on a le goût de rêver que ça pourrait peut-être arriver, tu sais, qu'on va le revoir. Je pense que son dernier combat, c'était contre Cowboy Cerrone. Non, Poirier, contre Poirier. Quand il s'était brisé la cheville. Il s'est pas rebattu depuis. Il s'est jamais rebattu depuis. Wow. Fait que ça va faire 4 ans cet été. Là. Parce que c'est l'été 2021. Moi, ce que je me souviens de Conor McGregor dans ses derniers combats, c'est même pas ses combats, c'est ses entrées. C'est le spectacle qu'il donne. Puis c'est ça, Conor McGregor. C'est le spectacle, c'est tout ce qui vient autour. Fait que là, en ce moment, ce qu'on veut, c'est juste se mettre... Est-ce qu'on va vraiment voir Conor McGregor se repeser, refaire une entrée? Parce que dans le fond, on s'en fout de voir s'il va gagner ou non. On dirait qu'on est rendu là parce que c'est rendu un personnage. Puis moi, si j'étais lui, je retournerais jamais dans la cage. Non, mais on était ailleurs, là. Ben, on est 100% ailleurs. Puis lui aussi, il a l'air d'être ailleurs. Ben honnêtement, il y a assez de problèmes, il y a assez de projets sur la table, il y a assez de tout. Puis là, je vais vous mettre en contexte là, pour qu'on parle de ça, c'est parce que c'était le WrestleMania au stade des Raiders. Il y avait énormément de monde, puis lui, il a mis sur Twitter ou sur X pour une de ses conditions. Il a écrit quelque chose comme j'ai besoin d'un combat dans un stade pour mon retour à l'UFC. Il veut se battre dans un stade avec 70 000, 75 000 personnes et tout ça. Et puis là, après ça, il a lancé, sous la même publication, il a lancé le défi à Michael Chandler. Unfinished business, faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. Les deux devaient s'affronter, on se rappelle l'été dernier. Puis Chandler qui a répondu. Mais là, en plus, ajoute à ça le fait que, Conor McGregor, il a annoncé à peu près 25 fois sa retraite, 24 fois c'était pas vrai, il a annoncé 12 fois son retour, ça n'a jamais été vrai. Ajoute à ça le fait qu'un combat contre Chandler, qui a perdu pas mal de plumes il y a 2 semaines, je veux dire... Ça devient pas mal moins... Un combat de Chandler-McGregor à ce jour est pas mal moins intéressant qu'un combat de Chandler-McGregor l'été passé. Là. Complètement. Spécialement, on vient de voir Chandler qui a perdu contre Paddy Pimblett. Il est perdu, il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Putain, on l'a vu l'affiche de Chandler là, dans ses derniers combats. Il a gagné 2 de ses 6 derniers combats, 6 ou 7 derniers combats. Donc, c'est plus un combat relevé, là. C'est plus le style de combat qu'on veut voir. C'est pas comme si Khabib Nurmagomedov faisait un retour et qu'on mettait contre Conor McGregor. Là, on est ailleurs, mais c'est pas le même style de combat du tout. Là. Effectivement. Update, mise à jour, oui, on va le dire en français. Mise à jour du combat que tout le monde veut voir, en fait. Unification des titres chez les lourds. John Jones contre Tom Aspinall, l'anglais. Qui est champion intérimaire. Plusieurs journalistes ou observateurs de renom qui sont allés de leur grain de sel cette semaine. Je vous en nomme 2. Charles Sonnen, ancien combattant,
qui a toujours son opinion et qui a toujours des informations, parfois véridiques, parfois fausses. Cependant, il est capable d'admettre quand il s'est trompé, ce qu'il a fait cette semaine, parce qu'il a commencé, je pense que c'était mercredi ou mardi, par dire « C'est signé, John Jones, Thomas Pinal vont se battre cet été à Las Vegas », pour revenir le lendemain en disant « Ah non, c'est pas ça finalement, Aspinall a un contrat, mais ça, c'est pas contre John Jones. Ce serait contre Cyril Gane. » Oh, okay. Et est-ce que ce serait c'est pas confirmé non plus si ce serait cet été. Mais bref, ça semble pas fait encore. Jones aurait pas signé ce contrat-là. Et Ariel Helwani, qui lui est un journaliste très respecté, qui est allé dire à son émission de MMA Hour que clairement c'était pas la faute de l'UFC. Et c'est un gars qui est capable d'être très critique envers l'UFC. Là. On sait que lui et Dana White ne sont pas invités au même party. Mais ce qu'il a dit, c'est que l'UFC fait vraiment tout pour convaincre John Jones de signer. C'est pas Aspinall le problème, là. C'est vraiment John Jones qui est très gourmand. Et John Jones, je veux dire, il le sait. Il va demander énormément d'argent. Puis c'est un combat. Il est en fin de carrière, tout ça. Affronter Thomas Aspinall, c'est loin d'être une victoire. Donc, c'est un combat très risqué pour John Jones. Est-ce qu'il le veut vraiment? C'est ça, là. En fin de carrière comme ça, on le sait, John Jones, ça reste un ou le meilleur combattant de l'histoire. Par contre, il a du millage, John Jones, et il est plus sur la lancée qu'il était. À son dernier combat contre Miocic, il a bien fait, mais on l'a vu. C'était plus le John Jones de dans le temps qui se battait contre Gustafsson ou contre Daniel Cormier. Donc, c'était John Jones-là, dans le temps, contre Aspinall en ce moment. 100%. Wow! Quel combat! C'est un des plus grands combats de l'histoire. Par contre, là, John Jones est sur la fin. Très risqué pour lui d'aller affronter un jeune Aspinall qui est en pleine possession de ses moyens. Là. En tout cas, Dana White n'arrête pas de dire que ça va se faire. Mais on dirait qu'on y croit de moins en moins. Puis tu veux pas mettre ça non plus. Tu sais, ce sera pas une carte du mois d'octobre. Tu veux mettre ça dans un gros événement. Fait que moi, je vois deux options. C'est Vegas cet été, fin juin, International Fight Week. Et là, c'est dans 2 mois. Là. Ça vient vite. C'est comme pratiquement trop tôt à ce stade-ci. C'est trop rapproché à ce stade-ci. J'ai encore espoir pour le mois de novembre, mais à un moment donné, Thomas Pinal aussi veut se battre. Il a besoin d'argent. Il doit être actif aussi, lui. C'est ça. Donc, voilà pour ça. Et en terminant, est-ce que Dricus Duplessis, champion des poids moyens, est blessé? C'est ce qui circule, en fait. Ce serait fracturer un talon, absence de 6 mois. Là, on voulait faire aussi, cet été à Vegas, le gros rendez-vous contre Khamzat Chimaev. Ouais. Semble que ça n'aura pas lieu si Dricus Duplessis est blessé. Ça, c'est décevant. On va voir, est-ce qu'il est blessé pour vrai? Est-ce que c'est vraiment un 6 mois? Tu sais, des fois, les 6 mois se transforment en 2-3 mois, puis là, finalement, on est disponible. J'ai hâte de voir. Là. Il y a Borralho aussi là, qui est là-dedans dans l'équation là, avec Chimaev. Ouais. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va, tout ça, mais le champion n'aura pas le choix de défendre sa ceinture éventuellement. Là, c'est parce que ce que Caio Borralho dit, le Brésilien, lui, il dit « Mettez-moi contre Khamzat Chimaev pour un championnat intérimaire, pour une ceinture intérimaire, parce que si Dricus Duplessis est absent pour une très, très longue période, la division est vraiment un petit peu en pause là, présentement. Donc, pour faire avancer les choses, mettez une ceinture intérimaire, il y aura un nouveau champion, entre guillemets, et on unifiera les titres lorsque Dricus Duplessis reviendra, ce qui n'est pas complètement fou. Et est-ce que ce sera Borralho ou est-ce que ce sera Nassourdine Imavov? Oui, Imanov aussi, qui est là, Imavov, oui. Qui est aspirant numéro 1, lequel aura... Est-ce qu'un de ces deux-là peut battre Khamzat Chimaev? Ouf, ça va être intriguant, ça va être beau de voir. La lutte, le problème. Chimaev est tellement dominant avec sa lutte, parce qu'on le sait debout, là. Puis quand il vous agrippe la tête ou le cou... là, on a vu ce qu'il a fait à Whittaker, puis Whittaker, c'est pas un dernier venu, là. Donc vraiment, là... C'est vraiment un cauchemar pour l'organisation. Puis en plus, qui vient de monter dans la catégorie des 185 livres, il était à 170 livres avant. Ça montre à quel point il est dominant. Non, exact. Et puis, on veut le mettre en combat de championnat du côté de l'UFC. C'est rare. S'il est vraiment blessé, il n'y a pas eu de confirmation de Duplessis lui-même ou de l'UFC. Mais cette blessure-là arriverait à un bien mauvais... Il n'y a jamais de bon moment, là, mais si on voulait placer ça cet été à Vegas... la blessure arrive à un bien mauvais moment pour Dricus Duplessis. Merci beaucoup, mon cher Yohan. C'est moi qui te remercie. Autre très bon épisode cette semaine. Merci à vous à la maison. On se retrouve, toi et moi, jeudi prochain pour un autre enregistrement. Merci à vous. Merci à tout le monde en régie. Je m'appelle Ben Baudouin. Vous écoutiez le SOS Podcast. SOS
Podcast!